Ce détour sur les peuples antiques de la province d'Aquitaine aurait dû se terminer sur cette vidéo, à propos des peuples celtiques entre Garonne et Loire. Mais contrairement aux Aquitains, qui demeurent dans l'ensemble trop peu connus et étudiés, les Celtes constituent une autre paire de manches. Il y avait en Gaule centrale des peuples bien plus puissants, organisés et étendus que dans le sud de l'Aquitaine, qui ont bénéficié de recherches poussées des chercheurs. Certains d'entre eux vous sont peut-être vaguement familiers: Arverne, Éduan, Biturige. Ceux qui connaissent les écrits de César savent qu'il s'agit d'acteurs de premier plan lors de la guerre des Gaules. Il y a tellement à dire en fait qu'il est plus confortable de diviser le sujet en deux vidéos. Ainsi, la première vidéo traitera des peuples proches de l'Atlantique, ainsi que des Bituriges, qui, vous allez le voir, ont une histoire assez particulière. La deuxième vidéo traitera des peuples du Massif central, qui à la veille de la conquête forment une grande coalition réunie autour des Arvernes, aka le peuple de Vercingétorix. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de parler de l'origine hypothétique de ces peuples. La culture celte apparaît à partir du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, en Europe centrale, sous le nom de culture de Hallstatt. Elle va à partir de là se répandre aux quatre coins de l'Europe, dans des espaces déjà habités par des peuples relativement sédentaires et paysans. Les Celtes apportent avec eux une culture guerrière, axée sur la métallurgie du fer, et un système de castes bien défini. Une caste guerrière dominante, des castes privilégiées et religieuses comme celle des druides, des bardes et des vates, et une caste laborieuse qui constitue l'essentiel de la population. La culture celte commence à se diffuser dans la région qui nous intéresse au moins à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. La région est avant cela dans l'ère culturelle de l'âge du bronze atlantique, et on ne sait pas vraiment comment s'opère la transition. Par le biais d'échanges, de migrations ou alors de conquêtes. Les études génétiques montrent entre Loire et Garonne un mélange de populations autochtones et de migrants celtes. La théorie la plus probable est donc que des Celtes se sont emparés du contrôle de ces régions, tout en assimilant les populations autochtones présentes depuis plusieurs milliers d'années. C'est le dernier bouleversement génétique majeur dans cette zone, qui reste ensuite stable génétiquement, de l'Empire romain jusqu'à nos jours, malgré quelques apports méditerranéens et germaniques très relatifs. Allons donc, si vous le voulez bien, prendre connaissance de ces peuples. Les Vivisques constituent une des deux branches du peuple biturige. Ceux-ci habitaient la région de Bordeaux, dans l'actuel département de la Gironde. Biturige signifie en langue celtique les rois du monde, et nous le verrons avec les Bituriges cubes, l'autre branche de ce peuple, que ce qualificatif n'était sûrement pas infondé. Le qualificatif vivisque signifie les déplacés, ce qui indique bien une migration depuis leur région d'origine, le Berry. Leur histoire incertaine est source de débat pour plusieurs raisons. Ils sont le seul peuple véritablement celtique au sud de la Garonne, alors que César et d'autres auteurs mentionnent cette région comme peuplée par les Aquitains, des proto-basques. Ils n'apparaissent pas dans le récit de la guerre des Gaules, alors qu'ils possèdent au 1er siècle de notre ère une civitas étendue et surtout stratégique, car à l'embouchure d'un grand fleuve. Enfin, la branche principale des Bituriges, dans le Berry, fut une des principales poches de résistance contre la conquête romaine. Pour ces raisons, la théorie la plus populaire sur les Vivisques est qu'il s'agit d'une partie des Bituriges du Berry déportés en guise de punition pour leur résistance face aux Romains. Ils auraient alors été installés sur un territoire amputé en partie au peuple des Santons, que nous allons voir dans cette vidéo, et à des Aquitains au sud de la Garonne. Pour certains, cette théorie ne tient pas, car ce territoire serait trop avantageux et stratégique pour un peuple ayant subi une punition. Il existe donc des théories d'une installation pré-romaine des Bituriges dans cette région, sûrement pour contrôler le commerce de l'estuaire girondin. La région connaît bien des échanges et migrations celtiques depuis au moins le 3e siècle avant Jésus-Christ, comme l'atteste le peuple mixte des Boyates autour du bassin d'Arcachon. Et si cette zone est effectivement stratégique, elle n'était néanmoins à cette époque pas idéale pour l'installation humaine. Il s'agissait en grande majorité d'un pays de landes et de marais, réputé pestilentiel. Le nom antique de Bordeaux, Burdigala, issu du proto-basque, signifierait d'ailleurs l'abri dans les marais. Il est donc très probable que les Romains aient souhaité punir les Bituriges, une population à la démographie importante, en déportant une partie dans une région largement dépeuplée et insalubre, tout en souhaitant en même temps le développement de cet axe stratégique entre océan Atlantique et vallée de la Garonne. Le territoire sud-garonnais était donc précédemment peuplé par des Aquitains déjà fortement influencés par les Celtes.
Les Bituriges durent donc s'installer en majorité dans Bordeaux. Il y avait déjà là une place forte qui garda son nom aquitain et ses anciens habitants durent se mélanger avec les nouveaux arrivants. Un peuple aquitain au nord de Bordeaux, les Médules, dut maintenir une certaine autonomie culturelle avec les Bituriges car on conserva leur nom. Celui-ci se retrouve dans le pays du Médoc. Les Nitiobroges occupaient un territoire qui correspond pratiquement au département actuel du Lot-et-Garonne, mais qui dépassait un peu sur les départements du Tarn-et-Garonne et de la Dordogne. Leur nom signifie en celte « ceux qui appartiennent à leur terre », un terme donc en opposition aux Allobroges traités dans la vidéo sur la Narbonnaise. La capitale des Nitiobroges était l'oppidum de l'Ermitage, sur une colline qui domine la ville d'Agen. La ville moderne se trouve dans la plaine fluviale en contrebas et commença à se développer à l'époque romaine. Il s'agit donc d'une fondation impériale liée à un processus de dépeuplement des sites de hauteur fortifiés, fréquents dans les provinces conquises par Rome. À l'époque de la conquête de César, le roi des Nitiobroges se nomme Teutomatos, ou Teutomagos. Il se tient d'abord à l'écart du conflit et collabore sûrement avec les Romains, car en 56 avant Jésus-Christ, c'est par son territoire que passe Publius Crassus pour soumettre les Aquitains. Mais Teutomatos finit par soutenir la résistance de Vercingétorix en le rejoignant avec son armée lors des sièges de Gergovie en 52 avant Jésus-Christ, puis d'Alésia peu de temps après. L'armée nitiobroge était apparemment composée d'un important corps de cavalerie que César mentionne. Le destin de Teutomatos après la défaite et la déchéance de Vercingétorix reste méconnu. Il accepta sûrement le joug romain comme beaucoup d'aristocrates gaulois. Les Pétrocores ou Pétrucores peuplaient un territoire correspondant pratiquement à l'actuel département de la Dordogne. Ce pays est aussi connu sous son nom historique du Périgord, qui vient des Pétrocores. Leur nom veut dire en celtique « ceux aux quatre armées ». Leur capitale se situe à l'emplacement de l'actuelle ville de Périgueux, qui leur doit aussi son nom. Mal connu, il est probable que cette capitale se situait sur une colline de la rive sud de l'Isle, alors que la ville romaine se développe sur la rive nord, dans la plaine. Comme les autres peuples de la région, ils soutiennent modestement Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ, en lui envoyant 5000 hommes. Les Pétrocores restent néanmoins un des peuples les plus discrets et obscurs au nord de la Garonne. Les Santons occupaient un territoire correspondant plus ou moins au département de la Charente-Maritime, de la Charente et de la partie de la Gironde au nord de la Garonne. L'extension des Santons en Charente dans le pays d'Angoulême est encore matière à débat. Certains affirment qu'il y avait là un peuple indépendant ou rattaché aux Lémovis, mais dans tous les cas méconnu. Le nom des Santons voudrait dire en celtique « ceux qui cheminent » ou « ceux qui marchent ». Une référence peut-être à leur territoire situé sur des voies de circulation stratégiques entre l'Aquitaine et l'Armorique, mais aussi entre l'intérieur des terres aux mains de peuples puissants et entre la façade atlantique qui permettait de commercer avec la péninsule ibérique et les îles britanniques. L'économie des Santons était donc majoritairement tournée vers la mer et surtout la production de sel. À cette époque, les Gaulois ne connaissent pas les marais salants, très communs de nos jours sur la façade atlantique, car cette technique fut apportée par les Romains. Ils produisaient le sel en faisant bouillir et évaporer l'eau de mer dans des fours, ce qui leur permettait ensuite de fabriquer des briques de sel. Le sel était un matériau précieux, autant condiment qu'agent de conservation, à une époque où la réfrigération n'existe pas. Les producteurs de sel pouvaient donc s'assurer des échanges réguliers auprès des peuples de l'intérieur des terres, qui ne possédaient ni façade maritime, ni mine de sel-gemme, et donc aucun moyen d'en produire. La capitale santonne était sûrement un oppidum à l'emplacement de l'actuelle ville de Saintes, à laquelle ils ont donné leur nom. Toutefois, le site proto-historique est encore très mal connu, sous le niveau de la ville romaine qui se développe à partir du 1er siècle de notre ère. D'autres spécialistes affirment que la capitale aurait pu se trouver à l'oppidum de Ponce, cette fois un site proto-historique bien mieux connu. Saintes tient d'ailleurs, après la conquête, le rôle de capitale de la Gaule aquitaine pendant 2 siècles, entre les 1er et 3e siècles, avant d'être éclipsée par Bordeaux. Leur histoire est étroitement liée au commencement de la conquête césarienne. Tout part du peuple des Helvètes dans l'actuelle Suisse, qui, menacés par des peuples germaniques, auraient été invités par les Santons à s'installer sur une portion de leur territoire en 60 avant Jésus-Christ. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a entre les deux peuples un sacré paquet de kilomètres, plus de 700, et aussi un sacré paquet de peuples pas franchement heureux de voir passer des centaines de milliers d'Helvètes sur leur territoire.
Parmi eux, les Éduins de l'actuelle Bourgogne sont un peuple allié de Rome. Craignant le pillage des Helvètes, ils appellent Jules César, qui est alors le gouverneur de la Gaule transalpine, appelée plus tard Narbonnaise. C'est donc à cause de cet imbroglio géopolitique que la guerre des Gaules commence. Le fait que les Santons et les Helvètes, deux peuples aussi éloignés les uns des autres, aient pu se mettre d'accord sur une telle opération logistique montre bien l'interconnexion des différents peuples celtes et l'efficacité de leur réseau d'échange et de communication à cette époque. Ils se connaissaient sûrement via des réseaux d'alliances, des expéditions internationales de conquête et de pillage, et des assemblées où différents rois et aristocrates pouvaient se réunir afin de célébrer autant que de tisser des liens amicaux et matrimoniaux. Les Helvètes durent donc lancer un appel à l'aide auprès des peuples occidentaux, et les Santons, qui devaient sûrement faire face à un déficit démographique, virent là l'occasion d'y remédier. En 58 avant Jésus-Christ, César empêche cette migration en repoussant les Helvètes près de Genève, puis en les battant sur le territoire des Éduins. Il entame à partir de là sa conquête du reste de la Gaule indépendante. En 56 avant Jésus-Christ, les Santons collaborent en mettant leur flotte à disposition des Romains, qui se battent alors sur mer contre les Vénètes. Les Vénètes qui sont un peuple gaulois du Morbihan et leader d'une coalition armoricaine que nous verrons plus en détail dans les prochaines vidéos. Mais en moins 52, les Santons répondent finalement à l'appel de Vercingétorix, lui envoyant une armée de 12 000 hommes. Quand la conquête est finalement achevée, les Romains amputent une partie de leur territoire, qu'ils confient aux Bituriges vivisques. Les Lémovis étaient un peuple puissant et étendu, occupant quasi exactement les départements actuels de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse. Cela correspond au pays historique du Limousin, qui vient de leur nom. Celui-ci signifie en celtique « ceux qui vainquent avec l'orme », l'orme qui est un bois régulièrement utilisé dans la fabrication d'arcs. Leur nom pourrait donc traduire une tradition ancestrale d'archerie. Leur capitale était l'oppidum de Villejoubert, près de la commune de Saint-Denis-des-Murs. Plus d'une dizaine d'autres oppidas furent identifiés sur leur territoire. Guerriers, ils étaient aussi d'habiles artisans et commerçants, et leur pays était renommé pour ses mines d'or et d'étain qui faisaient leur richesse. Les Lémovis s'engagent tardivement dans la résistance, épaulant Vercingétorix seulement lors du siège d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Leur chef Sédulos y trouve d'ailleurs la mort. Je dis bien chef et non roi, car à cette époque, les Lémovis, comme de nombreux autres peuples gaulois, ont troqué la monarchie contre une sorte de démocratie oligarchique, un modèle en provenance du monde méditerranéen. Ces chefs d'État, élus par des assemblées aristocratiques et druidiques, s'appelaient plus précisément les Vergobrets. Ils étaient la plupart du temps des aristocrates fortunés, issus d'anciennes et prestigieuses familles, et leur mandat durait généralement 1 an. Rien n'empêchait visiblement un Vergobret de cumuler des mandats, et les meilleurs d'entre eux pouvaient régner plusieurs années, tant qu'ils étaient réélus. Cette poussée oligarchique se répandit chez de nombreux peuples en contact avec Rome et la Méditerranée, au moins à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il reste néanmoins difficile d'estimer réellement lesquels abandonnèrent la monarchie et lesquels ne le firent pas. À l'époque d'Auguste, une nouvelle ville est fondée et donnée comme capitale aux Lémovis, sur le site actuel de Limoges, qui leur doit son nom. Ses premiers habitants venaient sûrement de l'oppidum de Villejoubert, situé à 30 km à l'est, et déserté à la même époque. Les Pictons, ou Pictaves, occupaient un territoire incluant les départements actuels de la Vienne et des Deux-Sèvres. Cela correspond au territoire historique du Poitou, issu de leur nom. Suite à la conquête, les Romains leur cèdent le territoire des Ambilâtres, qui correspond à l'actuelle Vendée, au sud de la Loire-Atlantique, aussi appelé Pays de Retz, et peut-être aux Mauges, dans le département du Maine-et-Loire. Enfin, la région naturelle qu'on appelle le Marais poitevin était connue à l'Antiquité comme le golfe des Pictons. L'endroit était en effet sous le niveau de la mer et constituait une frontière assez nette entre Pictons et Santons. La mer commença peu à peu à reculer dès l'époque romaine, laissant derrière elle un grand espace marécageux que les hommes finiront par coloniser et exploiter à partir du Moyen-Âge. Deux théories autour du nom des Pictons existent. À la manière des Pictes d'Écosse, leur nom voudrait dire les peints ou les tatoués. La pratique du tatouage et le fait de s'appliquer des peintures de guerre chez les Celtes est en effet régulièrement cité par les auteurs antiques. L'autre théorie serait que leur nom vient comme souvent d'un qualificatif guerrier, peut-être les rusés, les furieux ou encore les frappeurs.
Leur capitale était un oppidum situé à l'emplacement de l'actuelle ville de Poitiers, à laquelle ils ont donné leur nom. Avant la conquête, ils étaient en concurrence avec les Vénètes du Morbihan pour le contrôle de l'estuaire de la Loire, artère vitale du commerce entre la Gaule continentale et l'océan Atlantique. Rappelons que la Loire est le plus grand fleuve de France et qu'il était un axe de circulation très emprunté à l'Antiquité, aisément navigable au moins jusqu'à Tours. La partie sud de l'estuaire était donc aux mains des Ambilâtres, un peuple qui à la veille de la conquête était visiblement dans la clientèle des Vénètes. Le nom des Ambilâtres voudrait dire ceux qui vivent des deux côtés du Lâtre. Le Lâtre étant l'ancien nom de la Sèvre nantaise. Les Vénètes, que nous étudierons plus en détail dans une vidéo sur l'armorique, imposaient une véritable domination sur les côtes armoricaines et dans l'estuaire de la Loire. Ils constituaient donc l'acteur privilégié des échanges avec les îles britanniques. Les Pictons étaient donc de fervents concurrents des Vénètes pour des raisons économiques et géopolitiques. C'est pourquoi, comme les Santons, ils collaborèrent activement avec César en 56 avant Jésus-Christ lorsqu'il attaqua les Vénètes par la mer. Duratios, roi des Pictons, reste ensuite fidèle aux Romains et sourd à l'appel de Vercingétorix, mais ce n'est visiblement pas du goût de tous ses sujets. 8000 d'entre eux auraient fait sécession et rejoint Dumnacos, le roi des Andécaves, dans la région d'Angers, qui posa le siège devant Poitiers pour renverser Duratios. Dumnacos est ensuite contraint de fuir après quelques jours de siège, craignant l'arrivée des troupes romaines de renfort. Une fois la conquête achevée, Duratios reçut la citoyenneté romaine et le contrôle sur le territoire des Ambilâtres. Ave! Ave. Peut-on aussi envahir ta demeure pour discuter à plus Mégalix? Appelle-moi à plus, ça fait moins gaulois. Bien sûr, venez, venez. Eh ben voilà, un Gaulois comme on les aime. Il reste plus grand chose de Gaulois. Les privilèges accordés très tôt aux Pictons leur permirent de se développer plus rapidement que leurs voisins. Poitiers devient sous l'Empire la plus grande ville de l'ouest de la France, encore plus grande que Bordeaux. Les Pictons fondent aussi une ville portuaire prospère à l'emplacement de l'actuelle Rezé au sud de Nantes, à une époque où Nantes n'est pas encore la ville importante qu'elle devient au Moyen-Âge. Les Bituriges cubes sont la branche principale des Bituriges citée au tout début de cette vidéo. Leur territoire s'insère dans les actuels départements du Cher, de l'Indre, d'une partie du Loir-et-Cher et de l'Allier. Leur nom qui signifie les rois du monde est source de légende depuis l'Antiquité. Tite-Live, un auteur romain du 1er siècle, en fait les principaux acteurs de la conquête gauloise du nord de l'Italie, ayant eu lieu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il écrit donc 500 ans après les événements qu'il relate. Ces écrits sont donc à prendre avec beaucoup de précaution. Cette légende et le nom des rois du monde ont longtemps fait penser que les Bituriges avaient exercé une hégémonie sur de nombreux peuples de Gaule avant que leur influence décline puis se transfère au profit des Arvernes en Auvergne et des Édouans en Bourgogne. Cette thématique est d'ailleurs au centre de la saga de fantasy historique Les Rois du Monde de Jean-Philippe Jaworski, à lire absolument pour tous les amateurs de civilisation celtique. Le pays biturige bénéficiait de riches gisements de fer exploités de façon intensive, d'un territoire largement déforesté et d'un terroir agricole fertile, une combinaison de facteurs propices au développement démographique. Bourges, leur capitale qui leur doit son nom, connaît un développement urbain précoce qui commence dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle bénéficie alors des réseaux d'échanges vers la Méditerranée, en particulier avec la civilisation étrusque qui domine l'Italie du Nord, puis avec Marseille, cité grecque marchande. L'importance de la démographie biturige et la richesse des tombes aristocratiques entre le 5e et 3e siècle avant Jésus-Christ confirmeraient pour beaucoup leur prééminence sur les peuples voisins. Le roi des Bituriges aurait donc pu être le chef d'une confédération qui s'étendait bien plus loin que les frontières de son royaume, composée de peuples vassaux et clients. Si cela reste une théorie, car la connaissance de cette période se base presque exclusivement sur l'archéologie, cette situation est similaire à d'autres hégémonies gauloises peu de temps avant la conquête, cette fois bien documentée. On sait tout de même que l'héritage fastueux des Bituriges n'avait pas totalement disparu à la veille de la conquête césarienne. Bourges était alors une des plus grandes villes de la Gaule indépendante, avec une population estimée entre 5000 à 10 000 habitants. César avance le chiffre de 40 000, peu réaliste, le dernier ayant souvent tendance à exagérer les événements pour les rendre plus impressionnants et donc augmenter son prestige.
À titre de comparaison, seulement une dizaine d'oppidas gaulois auraient dépassé les 2000 habitants. La plupart des oppidas en fait méritent plus le qualificatif de village fortifié, voire pour la plupart de fermes aristocratiques, plus que de véritables villes. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de César, les Bituriges font partie de la clientèle des Éduans, le peuple gaulois le plus puissant à l'est de la Loire et allié fidèle de Rome. Les Bituriges ont donc en grande partie perdu leur prééminence passée. En 52 avant Jésus-Christ, les Éduans comme les Bituriges se rallient pourtant à Vercingétorix. Le territoire de ces derniers devient alors un champ de bataille, autant ravagé par les Romains que par les troupes du chef Arverne, qui pratique la tactique de la terre brûlée. Vercingétorix aurait même incité les Bituriges à abandonner Bourges, trop menacés, mais ils refusèrent, pensant la ville imprenable. Évidemment, Bourges finit par tomber face aux troupes de César, et celui-ci aurait fait en représailles massacrer la majorité des habitants et mis le reste en esclavage. Malgré tout, la ville finit par se reconstruire à l'époque romaine, signe pour certains qu'une partie des habitants survécurent et qu'il s'agit encore une fois d'une exagération de César. Ensuite, comme mentionné au début de cette vidéo, une partie des Bituriges aurait été déportée dans la région bordelaise. On imagine donc que le territoire des Bituriges cubes était dévasté et largement dépeuplé au lendemain de la guerre. Vous l'aurez sûrement remarqué, beaucoup des peuples gaulois les plus puissants se trouvaient à l'intérieur des terres, plus ou moins proches du Massif central. C'est une région riche en métaux, en particulier en fer. Ce métal, plus solide, durable et accessible que le cuivre ou le bronze, mais plus compliqué à forger, permit à de nombreux peuples antiques de s'assurer une avance technologique et militaire sur leurs voisins. Il permit en partie l'expansion des Celtes sur des peuples qui eux ne maîtrisaient que la métallurgie du bronze. Ainsi la prééminence des Bituriges dès le 6e siècle avant Jésus-Christ peut s'expliquer par la richesse du fer de leur sol. L'exploitation du métal leur permit de fabriquer des outils pour déforester et exploiter leur territoire, mais aussi des armes pour tenir en respect leurs voisins. En gros, plus de terres arables égale plus de nourriture, égale plus d'habitants, égale plus de potentiel guerrier. Lorsque la puissance biturige déclina pour des raisons géopolitiques qui nous échappent, d'autres peuples prirent le relais, les Arvernes, les Éduans et les Séquanes. Et je vous le donne en mille, ces peuples possèdent tous un sol riche en fer. Les régions à faible potentiel minier étaient donc à cette époque souvent reléguées au second plan et devaient trouver d'autres sources sur lesquelles se démarquer. On l'a vu, les Santons mais aussi les Ambilâtres exploitaient le sel marin, une monnaie d'échange précieuse pour la conservation des aliments. Les peuples du littoral devaient aussi profiter de leur position d'intermédiaire, assurant le commerce maritime vers les îles britanniques et la péninsule ibérique. Le manque d'accès aux métaux expliquerait aussi pourquoi les peuples au sud de la Garonne, les Aquitains, furent relativement épargnés par l'expansion celtique. Cette zone est en effet globalement pauvre en métaux. On retrouve quelques gisements de fer au pied des Pyrénées et surtout dans le Pays basque, mais rien de comparable aux exploitations proto-industrielles du centre de la France. Nous aurons encore l'occasion de revenir maintes fois sur cette région et ses problématiques, et peut-être même d'évoquer comment ce cœur jadis économique et démographique de la Gaule est aujourd'hui connu comme la diagonale du vide. En attendant, à la prochaine, sur le thème des Arvernes et de leur peuple client.